L'œuf de cristal par H. G. Wells. L'année dernière encore, il y avait non loin des 7 cadrans une petite boutique, d'aspect rébarbatif, sur laquelle était peinte en lettres jaunes à demi effacées l'enseigne Sea Cave, naturaliste et marchand d'antiquités. Le contenu des vitrines était curieusement varié. Elle enfermait des défenses d'éléphants, un jeu d'échecs incomplet, des verroteries, des armes, une boîte d'yeux, 2 crânes de tigre, un crâne humain, plusieurs singes, l'un d'eux tenant une lampe, empaillés et mangeaient des vers, de vieux meubles démodés, un œuf d'autruche piqué des mouches, des engins de pêche, un aquarium de verre extraordinairement sale et vide. Il y avait aussi, au moment où cette histoire commence, une masse de cristal façonnée en forme d'œuf et merveilleusement polie. Cet œuf, 2 personnes arrêtées devant la vitrine l'examinaient. L'une, un clergyman grand et maigre, l'autre, un jeune homme à la barbe très noire, au teint basané et de mise discrète. Le jeune homme basané parlait en gesticulant avec vivacité et semblait fort désireux de voir son compagnon acheter l'article. Pendant ce temps, M. Cave sortit de son arrière-boutique, mâchonnant encore un reste du pain beurré de santé. Quand il aperçut les 2 hommes et l'objet de leur attention, il perdit contenance. Lançant un regard furtif par-dessus son épaule, il alla doucement fermer la porte. M. Cave était un petit vieillard à la figure pâle, avec de singuliers yeux d'un bleu aqueux. Ses cheveux étaient d'un gris sale et il portait une redingote bleue râpée, un vieux chapeau de soie et des pantoufles en tapisserie fort réculées. Il se mit à épier les 2 hommes. Le clergyman fouilla tout au fond de la poche de son pantalon, examina une poignée de monnaie, et un agréable sourire découvrit ses dents. M. Cave parut encore plus décontenancé quand il les vit entrer dans la boutique. Le clergyman, sans autre cérémonie, demanda le prix de l'œuf de cristal. M. Cave jeta un coup d'œil inquiet du côté de l'arrière-boutique et répondit « 5 guinées ». Le clergyman, s'adressant à son compagnon aussi bien qu'à M. Cave, protesta que le prix était trop élevé, et il essaya de marchander. C'est en vérité beaucoup plus que M. Cave ne se proposait d'en demander, quand d'abord il l'avait mis en montre. M. Cave s'avança jusqu'à la porte de la boutique et l'ouvrit. « 5 guinées, c'est mon dernier prix, dit-il, comme pour s'épargner l'ennui d'une discussion inutile. À ce moment, le haut d'une figure de femme parut au-dessus du rideau qui cachait la partie inférieure du panneau vitré de la porte de l'arrière-boutique, et de petits yeux regardèrent curieusement les 2 clients. « 5 guinées, c'est mon dernier prix, répéta M. Cave avec un tremblement dans la voix. Le jeune homme au teint sombre était jusqu'ici resté simple spectateur, son regard perçant examinant M. Cave. Tout à coup, il parla. « Donnez-lui 5 guinées. » Le clergyman se tourna de son côté pour voir s'il parlait sérieusement, et quand ses regards revinrent à M. Cave, il remarqua que le visage de ce dernier était tout pâle. « C'est une bien grosse somme, » dit le clergyman, et fouillant dans sa poche, il commença à compter ses ressources. Il n'avait guère plus de 30 shillings, et il dut demander le reste à son compagnon avec lequel il paraissait être sur le pied d'une grande intimité. Ceci donna à M. Cave le temps de rassembler ses idées, et il commença à expliquer d'une façon fort troublée qu'en réalité l'œuf de cristal n'était pas exactement en vente. Ses 2 clients montrèrent naturellement quelque surprise et lui demandèrent pour quelle raison il ne l'avait pas dit tout de suite. M. Cave devint fort confus et s'empêtra dans une histoire invraisemblable, prétendant qu'il ne pouvait pas vendre le cristal cet après-midi-là, qu'un acheteur probable l'avait déjà retenu. Les 2 clients, croyant de sa part à une tentative pour élever encore le prix, firent semblant de s'en aller. Mais à ce moment, la porte de l'arrière-boutique s'ouvrit et la propriétaire des 2 petits yeux entra. C'était une femme corpulente, aux traits vulgaires, plus jeune et beaucoup plus grosse que M. Cave. Elle marchait pesamment et sa figure était rubiconde. « Le cristal est à vendre, affirma-t-elle, et 5 guinées, c'est un prix bien suffisant. Je me demande ce qui vous prend, M. Cave, de ne pas accepter les offres de ces messieurs. » M. Cave, grandement troublé par cette irruption, jeta à sa femme par-dessus ses lunettes un regard de colère, et sans excessive assurance, affirma son droit de conduire ses affaires comme il l'entendait. Une altercation s'ensuivit. Les 2 clients observèrent la scène avec intérêt et amusement, secourant à l'occasion Mme Cave par des questions et des suggestions.
M. Cave, fort malmené, persista dans son impossible et confuse histoire d'un client venu dans la matinée, et son agitation devint pénible. Mais il s'entêta malgré tout avec une extraordinaire obstination. Ce fut le jeune oriental qui mit fin à cette curieuse controverse. Il proposa de revenir dans 2 jours, afin de donner au prétendu client la chance de quelques délais pour se décider. « Et alors, dit le clergyman, nous insisterons. 5 guinées. » Madame Cave prit sur elle d'excuser son mari, expliquant qu'il était parfois un peu bizarre, et les 2 clients laissèrent le couple continuer la dispute. Aussitôt qu'ils furent seuls, Madame Cave interpella son mari avec une singulière autorité. Le pauvre petit homme, tremblant d'émotion, barbota dans ses histoires, affirmant d'un côté qu'il avait un autre acheteur en vue, et de l'autre, assurant que l'œuf de cristal valait certainement 15 guinées. « Alors pourquoi n'en avez-vous demandé que 5 ? Ah ça, voulez-vous me laisser faire mes affaires comme je l'entends à la fin ?» conclut M. Cave. M. Cave avait un beau-fils et une belle-fille qui vivaient avec lui, et le soir, au dîner, la transaction manquée fut remise en discussion. Aucun d'eux n'avait une haute opinion des méthodes commerciales de M. Cave, et ce fait leur parut le comble de la folie. « Je suis sûr qu'il en a souvent refusé la vente, » dit le beau-fils, lourdeau de 18 ans à l'allure vole. « Mais 5 guinées !» enchérit la belle-fille, jeune personne raisonnable de 26 ans. Les réponses de M. Cave furent pitoyables. Il ne fit que marmotter de timides assertions, balbutiant qu'il savait ce qu'il avait à faire. Son dîner à peine achevé, ils l'entraînèrent, les oreilles brûlantes, et des larmes de vexation derrière ses lunettes, fermer la boutique pour la nuit. Pourquoi diable, se disait-il, ai-je laissé l'œuf de cristal si longtemps dans la vitrine? Quelle folie! C'est cela qui l'ennuyait le plus. Longtemps il chercha, sans pouvoir le trouver, un moyen d'éviter la vente. Après souper, sa belle-fille et son beau-fils se firent beaux et sortirent seuls. Sa femme se retira à l'étage au-dessus pour réfléchir aux qualités commerciales du cristal, en même temps qu'elle appréciait, réunies dans un verre d'eau tiède, les qualités diverses du sucre, d'un peu de citron et d'autres choses. M. Cave resta fort tard dans la boutique, sous l'ostensible prétexte de faire de petites roches ornementales dans de vieux aquariums, mais réellement dans un but inavoué qui s'expliqua de lui-même plus tard. Le lendemain, en effet, Mme Cave s'aperçut que l'œuf de cristal avait été retiré de la vitrine et se trouvait maintenant derrière une pile de vieux bouquins traitant de la pêche à la ligne. Elle le replaça bien en évidence, mais elle ne disputa pas autrement à ce propos parce qu'une violente névralgie l'en détourna. La journée se passa désagréablement. M. Cave était, pour ne parler que de cela, plus distrait que de coutume et de plus extrêmement irritable. Dans l'après-midi, pendant que sa femme faisait sa sieste quotidienne, il retira encore l'œuf de cristal de la vitrine. Le lendemain, M. Cave eut à livrer pour les dissections d'une clinique d'hôpital une commande de chien de mer. Pendant son absence, l'esprit de Mme Cave en revint au cristal et au meilleur moyen de dépenser l'argent d'une telle aubaine. Elle en avait déjà imaginé de très agréables, parmi lesquels une robe de soie verte pour elle et pour tous, une excursion à Richmond, quand le bruit discordant du timbre de la porte d'entrée l'appela dans la boutique. Le client était un maître répétiteur qui venait se plaindre qu'on n'avait pas encore livré les grenouilles commandées la veille. Madame Cave désapprouvait vivement cette branche particulière du commerce de M. Cave. Aussi, le pauvre homme, qui avait fait sa réclamation sur un ton quelque peu agressif, se retira, après un bref échange de paroles, d'une façon extrêmement civile, pour ce qui l'intéresserait personnellement. Alors, les regards de Mme Cave allèrent naturellement vers la vitrine, car la vue de l'œuf de cristal était pour elle l'assurance des 5 guinées et la réalité de ses rêves. Quelle fut sa surprise quand elle ne le vit plus à sa place. Elle alla regarder derrière les casiers où elle l'avait trouvé la veille. Il n'y était pas. Elle se mit immédiatement à le chercher par toute la boutique fiévreusement. Quand M. Cave revint de livrer ses chiens de mer, vers 2h moins le quart dans l'après-midi, il trouva la boutique quelque peu en désordre, et sa femme, accroupie derrière le comptoir, bouleversant ses matériaux taxidermiques, dans un état d'esprit absolument exaspéré. Sa face apparut toute rouge et coléreuse quand le bruit du timbre eut annoncé le retour de son mari. Elle l'accusa sur-le-champ de l'avoir caché. « Caché quoi ?» demanda M. Cave. « L'œuf de cristal !» Sur ce, M. Cave, en apparence grandement surpris, se précipita vers la vitrine. « Il n'est plus là. Grand Dieu, qu'est-ce qu'il est devenu ?» Au même moment, le beau-fils de M. Cave, qui était rentré un instant auparavant, sortit de l'arrière-boutique, blasphémant généreusement.
Apprenti chez un ébéniste au bas de la même rue et prenant ses repas à la maison, il était naturellement furieux de ne pas trouver le dîner prêt. Mais quand il apprit la perte de l'œuf de cristal, il oublia son repas et sa colère se tourna de sa mère sur son beau-père. Leur première idée fut nécessairement qu'il l'avait caché, mais M. Cave nia énergiquement avoir aucune connaissance de son sort, offrant gratuitement sa pataugeante affirmation et fit si bien qu'il arriva à accuser d'abord sa femme, puis son beau-fils de l'avoir pris pour le vendre à leur propre profit. Ainsi commença une discussion extrêmement acrimonieuse et émotionnante qui se termina pour Madame Cave en un spécial accès nerveux, quelque chose entre l'épilepsie et la folie furieuse, ce qui mit le beau-fils en retard d'une demi-heure à son atelier. M. Cave se réfugia dans sa boutique, loin des émotions conjugales. Le soir, le sujet fut remis en question, avec moins de passion et un point de vue pratique, sous la présidence de la belle-fille. Le dîner fut malheureux et finalement la discussion se changea en une pénible scène. M. Cave se laissa aller à une exaspération apparemment extrême, et il sortit en faisant violemment claquer la porte. Le reste de la famille, l'ayant dénigré et malmené avec une liberté que son absence garantissait, se mit à chercher de la cave au grenier dans l'espoir de découvrir la cachette du cristal. Le jour suivant, les deux clients revinrent. Il fut reçu par Madame Cave presque en larmes. Elle insinua que personne ne pouvait imaginer tout ce qu'elle avait eu à supporter de la part de M. Cave aux divers moments de son pèlerinage matrimonial. Elle fit aussi un récit fantaisiste de la disparition de l'œuf de cristal. Le clergyman et l'oriental se regardèrent et déclarèrent que c'était vraiment extraordinaire. Mais comme Madame Cave semblait disposer à leur narrer l'histoire détaillée de sa vie, ils firent mine de s'en aller. Là-dessus, se cramponnant encore à quelque espoir, Madame Cave demanda l'adresse du clergyman, afin que si elle pouvait tirer quelque chose de M. Cave, elle pût le leur communiquer. L'adresse fut effectivement donnée, mais probablement aussitôt égarée, Madame Cave n'ayant pu, par la suite, se souvenir de rien à ce sujet. Le soir de ce même jour, la famille parut être enfin au bout de ses émotions, et M. Cave, après avoir été absent l'après-midi, soupa en un morne isolement qui lui fut un agréable contraste avec les violentes controverses des jours précédents. Pendant quelque temps, les relations furent assez tendues entre les membres de la famille Cave, mais ni l'œuf de cristal ni le prétendu client ne revinrent. Maintenant, sans plus de circonlocution, il ne faut admettre que M. Cave était un menteur. Il savait parfaitement bien où se trouvait l'œuf de cristal, l'ayant confié à la garde de M. Jacoby Weiss, aide préparateur à St. Catherine's Hospital, Westbourne Street. Il était placé sur une étagère, en partie recouvert par un morceau de velours noir, à côté d'un flacon de whisky américain. C'est à vrai dire de M. Weiss que viennent les détails sur lesquels est basé ce récit. M. Cave avait emporté l'œuf à l'hôpital, caché dans le sac qui contenait les chiens de mer. Il avait insisté auprès du jeune savant pour qu'il le gardât. M. Weiss éprouva d'abord quelque perplexité. Ses relations avec M. Cave étaient particulières. Une certaine inclination pour les gens bizarres lui avait fait plus d'une fois inviter le vieillard à venir fumer et boire chez lui, et à développer ses idées plutôt amusantes sur la vie en général et sur la femme en particulier. M. Weiss avait lui aussi rencontré Mme Cave lorsqu'il passait faire quelques commandes et que M. Cave se trouvait absent. Il savait quel perpétuel tourment le pauvre homme devait endurer, et ayant pesé les conséquences, il se décida à donner asile à l'œuf. M. Cave promit d'expliquer plus complètement une autre fois les raisons de sa remarquable affection pour l'œuf de cristal, et il parla clairement de visions qu'il y apercevait. Il revint chez M. Weiss le même soir. Il raconta une histoire compliquée. L'œuf de cristal, dit-il, était venu en sa possession avec d'autres objets achetés à la vente après le décès d'un confrère, et ignorant quelle pouvait être son exacte valeur, il avait dicté 10 shillings. Il le garda ainsi plusieurs mois, et il pensait en abaisser le prix lorsqu'il fit une singulière découverte. À cette époque, sa santé était très mauvaise. Il faut bien avoir présent à l'esprit que pendant toute cette affaire, son état physique fut fort précaire, et il éprouvait une extrême désolation des négligences et même positivement des mauvais traitements de sa femme et des enfants de celle-ci à son égard. Sa femme était vaniteuse, extravagante, dure. Elle avait un goût croissant pour des absorptions particulières de boissons. Sa belle-fille était mesquine et prétentieuse, et son beau-fils avait conçu pour lui une violente aversion qu'il ne perdait pas une occasion de témoigner. Les exigences de son commerce retombaient toutes sur lui, et M. Weiss ne croit pas qu'il était absolument exempt d'occasionnelle intempérance.
Il avait débuté avec une situation aisée après avoir reçu une certaine éducation, et il souffrait pendant des semaines de suites d'hypocondrie et d'insomnie. Craignant de déranger sa famille, lorsque ses pensées devenaient intolérables, il se glissait hors du lit sans éveiller sa femme et il errait par la maison. Un matin, aux environs de 3 heures, vers la fin d'août, le hasard l'amena dans la boutique. Encombrée, poussiéreuse et sale, la pièce était impénétrablement sombre, sauf en un endroit où il aperçut une clarté insolite. En approchant, il découvrit que c'était l'œuf de cristal, dans le coin du comptoir, près de la vitrine. Un mince rayon pénétré par une fente des volets, frappait l'objet et semblait pour ainsi dire en emplir entièrement l'intérieur. M. Cave pensa que cela n'était pas d'accord avec les lois de l'optique telles qu'il se les rappelait. Il pouvait comprendre des rayons réfractés par le cristal jusqu'à un foyer intérieur, mais cette diffusion dérangeait ses conceptions des phénomènes physiques. Il approcha très près de l'œuf de cristal, l'examinant en tous sens, avec un soudain réveil de cette curiosité scientifique qui, dans sa jeunesse, avait déterminé le choix de sa profession. Il fut surpris de trouver que la lumière n'était pas constante, mais se mêlait à la substance intérieure de l'œuf, comme si l'objet eût été une sphère creuse emplie de quelques vapeurs lumineuses. En tournant autour pour la voir sous tous ses aspects, il s'aperçut tout à coup qu'il se trouvait entre le rayon et l'œuf et que le cristal, néanmoins, demeurait lumineux. Grandement étonné, il le prit et l'emporta dans le coin le plus sombre de la boutique. Il resta brillant pendant 4 ou 5 minutes, puis il ternit lentement et s'éteignit. Il le replaça sous le mince trait de lumière, où il reprit presque immédiatement toute sa clarté. Jusqu'ici, tout au moins, M. Weiss put par la suite vérifier la remarquable histoire de M. Cave. Il a lui-même, à diverses reprises, tenu le cristal sous un rayon de lumière, qui devait être d'un diamètre moindre qu'1 millimètre, et dans l'obscurité parfaite, telle qu'elle pouvait être produite par une enveloppe de velours. Le cristal paraissait sans aucun doute très faiblement phosphorescent. Il pouvait sembler cependant que cette clarté fût de quelque exceptionnelle sorte et pas également visible pour tous les yeux, car M. Harbinger, dont le nom est familier à tout lecteur scientifique, fut absolument incapable d'y voir la moindre lumière. Et la propre capacité de vision de M. Weiss était hors de comparaison inférieure à celle de M. Cave. Même pour M. Cave, ce pouvoir variait considérablement, sa vision étant la plus vive dans ses moments d'extrême faiblesse et de grande fatigue. Or, dès le début, cette lumière dans l'œuf de cristal exerça sur M. Cave une curieuse fascination. Ce fait qu'il ne fit part à aucun être humain de ces curieuses observations en dit plus sur l'isolement de son âme que tout un volume de phrases pathétiques ne pourrait le faire. Il semble qu'il ait vécu dans une telle atmosphère de méchanceté mesquine qu'admettre l'existence d'un plaisir eût été le risque de sa perte. Il fit aussi cette remarque qu'à mesure que l'aube avançait et que la somme de lumière diffuse augmentait, l'œuf de cristal devenait de toute apparence non lumineux. Pendant quelque temps, il fut incapable de rien voir dans l'intérieur, excepté le soir, dans les coins obscurs de la boutique. Mais l'emploi d'un vieux morceau de velours noir, sur lequel il étalait une collection de minéraux, lui vint à l'idée, et en le doublant, et le mettant par-dessus la tête et ses mains, il pouvait apercevoir le mouvement lumineux à l'intérieur de l'œuf de cristal, même dans la journée. Il agissait avec beaucoup de prudence, de peur d'être découvert par sa femme, et il ne se livrait à cette occupation que pendant l'après-midi et avec circonspection sous le comptoir, pendant que sa femme faisait sa sieste. Un jour, en tournant le cristal dans ses mains, il vit quelque chose. Cela passa comme un éclair, mais il eut l'impression que l'objet lui avait pour un moment révélé l'existence d'une vaste, immense et étrange contrée. Et le retournant encore, au moment où la clarté s'éteignait, il eut de nouveau la même vision. Il serait maintenant ennuyeux et inutile d'exposer toutes les phases de la découverte de M. Cave depuis ce moment. Qu'il suffise de noter que l'effet était celui-ci. Quand on le regardait sous un angle d'environ 137 degrés de la direction du rayon lumineux, l'œuf de cristal donnait la claire et constante peinture d'une vaste et singulière contrée. Ce n'était nullement une vision chimérique, cela donnait l'impression définie de la réalité, et plus la lumière était grande, plus réelle et solide la contrée paraissait. C'était un tableau mouvant, c'est-à-dire que certains objets s'y mouvaient, mais lentement et d'une façon ordonnée, comme des choses réelles, et suivant la direction dans laquelle on l'éclairait ou on l'observait, le tableau changeait aussi. À vrai dire, ce devait produire le même effet que de regarder quelque spectacle à travers un verre ovale en le tournant dans tous les sens pour obtenir des aspects différents.
M. Weiss m'a assuré que les descriptions de M. Cave étaient pleines de détails extrêmement précis et absolument exemptes de cette espèce d'émotion particulière aux hallucinations. Mais il faut se rappeler que tous les efforts de M. Weiss pour voir les mêmes choses avec une clarté similaire dans la faible opalescence du cristal furent entièrement vains, de quelque façon qu'il s'y prit. Mais les différences d'intensité des impressions reçues par les deux hommes étaient très grandes, et il est tout à fait concevable que ce qu'était pour M. Cave une vision claire ne fut qu'une simple nébulosité pour M. Weiss. La description que faisait M. Cave était invariablement celle d'une plaine étendue, qui lui semblait toujours regarder d'une hauteur considérable, comme du tour ou d'un mât. À l'est et à l'ouest, à une distance fort lointaine, la plaine était bornée par de vastes rochers rougeâtres, qui le rappelaient des rochers qu'il avait vus dans quelques tableaux, mais quel était ce tableau, M. Weiss ne put le déterminer. Ces rochers passaient vers le nord et vers le sud. M. Cave reconnaissait les points cardinaux aux étoiles visibles dans la nuit, fuyant en une perspective presque illimitée et s'effaçant dans les brumes du lointain avant de se rencontrer. Lors de sa première vision, il était plus près de la chaîne orientale de rochers sur laquelle se levait le soleil, et sombres contre le jour et pâles contre l'ombre apparurent, prenant leur vol, une multitude de formes que M. Cave considéra comme étant des oiseaux. Une vaste rangée d'édifices s'étendait sous ces êtres. Il lui paraissait toujours les regarder d'une fort grande hauteur, et à mesure qu'ils approchaient des bords réfractés et confus du tableau, ils devenaient indistincts. Il y avait aussi des arbres curieux de forme et de couleur, un épais vert mousseux et un gris exquis au bord d'un large et scintillant canal. Un grand objet brillamment coloré traversa soudain le paysage, mais la première fois que M. Cave vit ces choses, ce fut seulement par éclair soudain. Ses mains tremblaient, sa tête branlait, la vision était intermittente, puis devenait embrouillée et indistincte, et il eut d'abord une très grande difficulté à retrouver la vision une fois la direction perdue. Sa seconde vision claire, qui se produisit environ une semaine après la première, l'intervalle n'ayant accordé que des aperçus tentateurs et quelques utiles expériences, lui permit de voir la vallée dans toute sa longueur. La vue était différente, mais il avait la curieuse persuasion, que ses subséquentes observations confirmèrent abondamment, qu'il voyait ce monde étrange étant, lui, demeuré au même endroit, quoiqu'il regardât dans une direction différente. La longue face du grand édifice, dont il avait vu d'abord le toit, reculait maintenant dans la perspective. Il reconnaissait le toit. Sur le devant de la façade était une terrasse de proportions massives et d'une extraordinaire longueur, et vers le milieu de la terrasse, par intervalles, se trouvaient des mâts immenses, mais très gracieux, qui supportaient de petits objets brillants dans lesquels se reflétait le soleil couchant. L'importance de ces petits objets ne vint à l'idée de M. Cave que quelque temps après, alors qu'il décrivait ce qu'il voyait à M. Weiss. La terrasse surplombait un fourré de la plus agréable et luxuriante végétation, au-delà duquel se trouvait une large pelouse verdoyante sur laquelle reposaient certaines grandes créatures en forme de scarabées, mais énormément plus grosses. Au-delà de cette pelouse était une chaussée de pierres rosâtres, richement décorée, et au-delà encore, bordée d'épais roseaux rouges et remontant la vallée exactement parallèle avec les lointains rochers, s'étalait une vaste et miroitante étendue d'eau. L'air semblait plein de bataillons de grands oiseaux manœuvrant en courbes majestueuses, et sur l'autre bord de la rivière s'élevait une multitude d'édifices richement colorés et étincelant de réseaux et de facettes métalliques au milieu d'une forêt d'arbres moussus et couverts de lichens. Tout à coup, quelque chose sembla fouetter à coups répétés au travers de la vision, comme le battement d'une aile ou d'un éventail couvert de joyaux, et une figure, ou plutôt la partie supérieure d'une figure avec de larges yeux, s'approcha pour ainsi dire contre la sienne, comme si elle se fût trouvée de l'autre côté de l'œuf de cristal. M. Cave fut si effrayé et si frappé de l'absolue réalité de ses yeux qu'il fit un brusque mouvement de la tête pour regarder derrière le cristal. Il s'était tellement absorbé dans sa contemplation qu'il fut très surpris de se retrouver dans la fraîche obscurité de sa petite boutique avec son odeur familière de méthol, de moisi et de renfermé. Et pendant qu'il clignotait des yeux, la clarté du cristal s'affaiblit et s'éteignit. Telles furent les premières impressions générales de M. Cave. L'histoire en est curieusement positive et circonstanciée. Dès le début, lorsque la vallée apparut d'abord momentanément à ses sens, son imagination fut étrangement frappée, et quand il commença à apprécier les détails de la scène qu'il voyait, son émerveillement devint une curiosité passionnée,
Il vaquait à ses affaires insouciant et distrait, ne pensant qu'au moment où il pourrait retourner à sa contemplation. C'est alors que quelques semaines après sa première vision, vinrent les 2 clients. Le tourment et l'émotion que causa leur offre, la façon dont l'œuf de cristal avait échappé belle et tous les événements déjà racontés. Tant que la chose fut le secret de M. Cave, l'œuf de cristal resta simplement un prodige, qu'on va voir et admirer clandestinement à la façon dont un enfant explore un jardin défendu. Mais M. Weiss possède, en sa qualité de jeune savant investigateur, des aptitudes d'esprit particulièrement lucides et logiques. Aussitôt que l'œuf de cristal et son histoire lui parvinrent, et qu'il fut certain, après avoir vu de ses propres yeux la phosphorescence du cristal, qu'il existait réellement des preuves à l'appui des dires de M. Cave, il se mit en devoir de développer systématiquement le problème. M. Cave n'était que trop impatient de réjouir ses yeux à la vue de cette contrée féerique, et il venait tous les soirs, de 8h30 jusqu'à 10h30, et quelquefois, en l'absence de M. Weiss, dans la journée même. Les dimanches après-midi, il venait aussi. Au début, M. Weiss prit de nombreuses notes, et c'était sa méthode scientifique qu'édut la relation entre la direction d'après laquelle le rayon initiateur entrait dans l'œuf de cristal et l'orientation de la vision. En enfermant l'œuf dans une boîte où il avait seulement perforé une petite ouverture pour le rayon lumineux, et en substituant une épaisse toile noire au rideau chamois de sa fenêtre, il améliora grandement les conditions de l'observation, si bien qu'en peu de temps, ils purent examiner la vallée dans telle direction qu'ils désiraient. Ayant ainsi dégagé les bois, nous pouvons donner une brève description de ce monde visionnaire que renfermait l'œuf de cristal. Dans tous les cas, ce fut M. Cave qui fit les expériences que nous allons relater, et sa méthode fut invariablement d'observer le cristal et de raconter ce qu'il voyait, tandis que M. Weiss, qui comme tout homme de science savait écrire dans l'obscurité, notait brièvement ses paroles. Quand le cristal redevenait terne, on le replaçait dans sa boîte suivant la position convenable et on réallumait les lampes électriques. M. Weiss posait des questions et suggérait des observations pour éclaircir certains points difficiles. Rien, à vrai dire, ne pouvait être moins visionnaire et plus exactement positif. L'attention de M. Cave avait été rapidement attirée par les créatures ailées qu'il avait aperçues en si grand nombre dans chacune de ses précédentes visions. Sa première impression fut bientôt modifiée, et il estima pendant quelque temps qu'elle pouvait représenter une espèce d'urne de chauve-souris. Puis il pensa assez grotesquement que ce pouvaient être des chérubins. Leur tête était ronde et curieusement humaine, et c'étaient les yeux de l'un d'eux qui l'avaient sans doute si fort effrayé lors de sa seconde observation. Ils avaient de grandes ailes argentées, sans plumes, mais scintillantes comme des écailles de poisson et ayant les mêmes subtils reflets. Ces ailes n'étaient pas construites sur le plan habituel des ailes d'oiseaux ni de chauve-souris, mais supportées par une membrane courbe qui rayonnait du corps. Une sorte d'aile de papillon à côtes courbées semblait exprimer plus exactement leur apparence. Le corps était petit, mais pourvu immédiatement au-dessous de 2 faisceaux d'organes préhensiles semblables à de longs tentacules. Si incroyable que cela parut, tout d'abord à M. Weiss, la persuasion à la fin devint irrésistible que les grands édifices quasi-humains et les magnifiques jardins qui rendaient si splendide la grande vallée appartenaient à ces créatures. M. Cave s'aperçut, entre autres particularités, que ces édifices n'avaient pas de porte, mais que les grandes fenêtres circulaires qui s'ouvraient librement servaient d'issue et d'entrée à ces créatures ailées. Elles se posaient sur leurs tentacules, enroulaient leurs ailes jusqu'à la dimension d'un roseau et sautaient dans l'intérieur. Parmi elles se trouvait une multitude d'autres créatures aux ailes plus petites, semblables à de grandes libellules ou à des phalènes ou des scarabées ailés, et au milieu des gazons, de gigantesques scarabées sans ailes, aux nuances brillantes, se traînaient paresseusement. De plus, sur les chaussées et les terrasses, des créatures à grosses têtes, semblables à celles aux grandes ailes, mais dépourvues de ces appendices, sautillaient d'un air affairé sur leurs faisceaux de tentacules. Il a déjà été fait allusion aux objets brillants suspendus aux mâts plantés sur les terrasses de l'édifice le plus rapproché. Il vint à l'idée de M. Cave, après avoir, un jour particulièrement clair, examiné fixement l'un de ces mâts, que l'objet brillant qu'il supportait était un œuf de cristal exactement semblable à celui dans lequel il regardait. Un examen plus attentif le convainquit que chacun des mâts, il y en avait une vingtaine en perspective, portait un objet similaire. Quelquefois, une des grandes créatures volantes s'élevait jusqu'à l'un d'eux,
puis, pliant ses ailes et enroulant plusieurs de ses tentacules autour du mât, regardait fixement dans le cristal pendant un espace de temps qui durait parfois 15 minutes. Une série d'observations suggérées par M. Weiss convainquirent les deux observateurs qu'en ce qui concernait ce monde visionnaire, le cristal dans lequel ils regardaient se trouvait réellement au sommet du dernier mât de la terrasse, et qu'en une occasion au moins, l'un des habitants de cet autre monde avait examiné la figure de M. Cave pendant que celui-ci faisait ses observations. Il nous faut maintenant admettre l'une des trois hypothèses suivantes. L'œuvre de cristal de M. Cave se trouvait à la fois dans deux mondes, et tandis qu'on le transportait de place en place dans l'un, il demeurait stationnaire dans l'autre, ce qui semble tout à fait absurde. Ou bien, il avait quelque particulière relation de sympathie avec un autre œuvre de cristal, exactement semblable dans cet autre monde, de sorte que ce qu'on voyait dans l'intérieur de l'un, en ce monde, était visible, dans certaines conditions, pour un observateur, dans le cristal correspondant de l'autre monde, et vice-versa. Actuellement, à vrai dire, nous ne savons rien de la façon dont deux ovoïdes de cristal peuvent ainsi se trouver en rapport. Mais on en sait assez de nos jours pour comprendre que ce n'est pas absolument impossible. L'hypothèse de deux ovoïdes de cristal en rapport fut la supposition que fit M. Weiss, et elle semble à moi du moins extrêmement plausible. Où se trouvait cet autre monde ? Sur cette question aussi, l'intelligence alerte de M. Weiss parvint à jeter quelques lumières. Après le coucher du soleil, le ciel s'obscurcissait rapidement. Il y avait de fait un très court intervalle de crépuscule, et les étoiles apparaissaient. Elles étaient les mêmes que celles que nous voyons, disposées suivant les mêmes constellations. M. Cave reconnut l'Ours, les Pléiades, Aldébaran et Sirius, de sorte que l'autre monde devait se trouver quelque part dans le système solaire, et au plus à quelques centaines de millions de milles d'une autre. Suivant cette indication, M. Weiss apprit que le ciel nocturne était d'un bleu plus sombre même que notre ciel d'hiver, que le soleil paraissait un peu plus petit, et qu'il y avait deux lunes, semblables à la nôtre, mais plus petites et différemment marquées. Une d'elles se mouvait si rapidement que son mouvement était clairement visible quand on l'observait. Ces lunes n'étaient jamais hautes dans le ciel, mais disparaissaient aussitôt que levées, c'est-à-dire qu'à chacune de leurs révolutions, elles se trouvaient éclipsées à cause de la proximité de leur planète. Et tout ceci répond absolument, bien que M. Cave n'en ait rien su, à ce que doivent être les conditions d'existence dans Mars. À vrai dire, ce semble une conclusion extrêmement plausible, que regardant dans cette œuvre de cristal, M. Cave ait vu réellement la planète Mars et ses habitants. Et si c'est le cas, alors l'étoile du soir, qui brille avec tant d'éclat dans le ciel de cette vision lointaine, n'était ni plus ni moins que notre familière Terre. Pendant un certain temps, les Martiens, si c'étaient des Martiens, ne semblèrent pas avoir remarqué les inspections de M. Cave. À diverses reprises, l'un d'eux s'approcha, mais s'en alla presque aussitôt comme s'il n'avait pas trouvé la vision satisfaisante. M. Cave put donc observer les manières d'agir de ces êtres ailés sans être troublé par leur attention, et encore que ces descriptions fussent nécessairement vagues et fragmentaires, elles demeurent néanmoins fort suggestives. Imaginez l'impression que recevrait de l'humanité un observateur martien qui, après une série de préparations difficiles et avec une fatigue considérable pour les yeux, arriverait à examiner Londres du haut du clocher de l'église Saint-Martin pendant des périodes de 4 minutes ou plus à la fois. M. Cave ne sut affirmer si les Martiens ailés étaient les mêmes que les Martiens qui sautillaient sur les chaussées et les terrasses, et si ces derniers pouvaient à volonté revêtir des ailes. Plusieurs fois il vit un certain nombre de bipèdes gauches et maladroits, rappelant vaguement des singes, le corps blanc en partie transparent, paissant parmi les lichens. Une fois, quelques-uns s'enfuirent devant un des Martiens sautillant et à la tête ronde. Celui-ci attrapa l'un de ces êtres dans ses tentacules, mais à ce moment le spectacle s'évanouit soudain, laissant M. Cave dans l'obscurité et tourmenté du désir d'en savoir plus long. Une autre fois, une chose énorme, que M. Cave prit d'abord pour quelque gigantesque insecte, apparut, s'avançant avec une extraordinaire rapidité au long de la chaussée du canal. Quand elle s'approcha, M. Cave reconnut que c'était un mécanisme de métal étincelant d'une extraordinaire complexité. Puis, quand il voulut l'examiner de nouveau, il était hors de vue. Bientôt, M. Weiss ambitionna d'attirer l'attention des Martiens, et la première fois que les étranges yeux de l'un d'eux apparurent contre l'œuvre de cristal,
M. Cave se mit à pousser des cris, fit un bond en arrière, et ayant immédiatement éclairé la chambre, il commença à gesticuler de façon à suggérer l'idée de signaux. Mais quand M. Cave retourna examiner le cristal, le martien n'était plus là. Ces observations s'étaient poursuivies pendant la première moitié de novembre, et M. Cave, à cette époque, supposant que les soupçons de sa famille quant à l'œuf de cristal étaient calmés, s'aventura à l'emporter, à le rapporter avec lui, afin de pouvoir, quand l'occasion s'en présenterait, dans la journée ou le soir, se réconforter avec ce qui était devenu rapidement la chose la plus réelle de son existence. En décembre, les travaux de M. Weiss, par suite d'un examen prochain, devinrent plus absorbants. Les séances furent à contre-cœur suspendues pour une semaine, et pendant 10 ou 11 jours, il ne peut mieux préciser, M. Weiss ne vit pas M. Cave. Il fut alors pris d'inquiétude, et l'importance de ses travaux ayant diminué, il se mit en route pour les 7 cadrans. Au coin de la rue, il remarqua des bolets à la devanture d'un oiselier, puis à l'échoppe d'un sabetier. La boutique de M. Cave était fermée. Il frappa et la porte fut ouverte par le beau-fils en noir. Celui-ci immédiatement appela Madame Cave, qui était, M. Weiss ne pouvait faire autrement que de le voir, enveloppée d'amples voiles de veuve du modèle le plus imposant et le meilleur marché. Sans grande surprise, M. Weiss apprit que M. Cave était mort et déjà enterré. La veuve était en pleurs et sa voix un peu épaisse. Elle revenait à l'instant même de Highgate. Son esprit était absorbé par ses projets d'avenir et les détails honorables des obsèques, mais M. Weiss put cependant apprendre les circonstances de la mort de M. Cave. On l'avait trouvé dans sa boutique de très bonne heure, le matin du jour qui suivit sa dernière visite à M. Weiss, mort avec l'œuf de cristal serré fortement dans ses mains froides et crispées. Sa figure était souriante, ajouta Mme Cave, et un morceau de velours noir était à ses pieds sur le parquet. Il était mort depuis au moins 5 ou 6 heures quand on le trouva. Cette nouvelle fut grandement pénible pour M. Weiss, et il s'adressa d'amers reproches pour avoir négligé les symptômes évidents de la maladie du vieillard. Mais sa principale inquiétude fut pour l'œuf de cristal. Il y fit quelques délicates allusions, car il connaissait les manies de Mme Cave, et il resta stupéfait d'apprendre qu'il était vendu. Le premier mouvement de Mme Cave, aussitôt qu'on eut remonté dans sa chambre le corps de son mari, avait été d'écrire à ce toquet de clergyman qui avait offert une si forte somme pour le cristal, afin de l'informer qu'elle l'avait retrouvé. Mais après d'impétueuses recherches auxquelles prit part sa fille, elle dut se convaincre de la perte de son adresse. Comme elle n'avait pas les moyens nécessaires pour pleurer et enterrer Cave avec tout l'appareil que requiert la dignité d'un vieil habitant des 7 cadrans, elle avait fait appel à un autre naturaliste de leur connaissance. Il avait bien voulu se charger, après estimation, d'une partie des marchandises. L'estimation fut faite par lui, et l'œuf de cristal fut compris dans l'un des lots. M. Weiss, après quelques convenables condoléances, un peu promptement expédiées peut-être, se rendit en toute hâte chez le naturaliste. Mais là, il apprit que l'œuf de cristal avait déjà été vendu à un grand monsieur brun vêtu de gris. Ici se termine brusquement l'effet matériel de cette curieuse et du moins pour moi très suggestive histoire. Le naturaliste ne savait pas qui était ce grand monsieur brun et il ne l'avait pas observé avec assez d'attention pour le décrire minutieusement. Il ne sut même pas dire de quel côté s'était dirigé son client en quittant la boutique. Pendant un certain temps, M. Weiss resta là, exerçant la patience du marchand avec des questions désespérées et donnant libre cours à sa propre exaspération. Enfin, se décidant tout d'un coup à convenir que la chose entière lui avait glissé des mains, s'était évanoui comme une vision dans l'ombre, il rentra chez lui, quelque peu étonné de trouver les notes qu'il avait prises encore tangibles et visibles sur sa table encombrée. Sa contrariété et son désappointement étaient naturellement fort grands. Il fit une seconde visite, également sans effet, chez le marchand, puis il eut recours à des annonces dans les périodiques qui devaient vraisemblablement tomber entre les mains des collectionneurs de bric-à-brac. Il écrivit aussi des lettres à la Daily Chronicle et à Nature, mais ces 2 feuilles, suspectant quelque mystification, lui demandèrent, avant de les insérer, de bien réfléchir à ce qu'il faisait, et on lui fit même entendre qu'une histoire si étrange pourrait porter préjudice à sa réputation scientifique. D'ailleurs, les exigences de ses propres travaux devinrent plus urgentes, si bien qu'au bout de quelques semaines, à part d'occasionnels mémentos à certains marchands, il dut, malgré lui, abandonner sa recherche de l'œuf de cristal, et depuis ce jour, l'ovoïde reste introuvable. Quelquefois, cependant, il me raconte, et je le crois sans difficulté, qu'il a des accès de véritable frénésie,
qui lui font abandonner ses occupations les plus urgentes et reprendre ses recherches. Qu'il reste ou non perdu pour toujours, matière et origine sont choses également spéculatives au moment présent. S'il avait été acquis par un collectionneur, on aurait pu s'attendre à ce que les investigations de M. Weiss vinssent à la connaissance de l'acquéreur par l'intermédiaire des marchands. M. Weiss a pu néanmoins découvrir le clergyman et l'oriental de M. Cave, qui ne sont autres que le révérend James Parker et le prince Bosso-Kuni de Java. Je leur suis redevable de certains détails de cette histoire. Le prince n'avait eu d'autre objet qu'une simple curiosité et son extravagance. Il n'avait été si désireux d'acheter le cristal que parce que M. Cave se montrait si récalcitrant à le vendre. Il est tout aussi probable que le second acheteur n'ait tout bonnement été qu'un amateur occasionnel et nullement un collectionneur. Et l'œuf de cristal, autant qu'il est permis de le supposer, se trouve peut-être à présent à quelques centaines de mètres de l'endroit où je me trouve, décorant quelques salons ou servant de presse-papier. Il se peut que ces remarquables propriétés soient inconnues de son possesseur actuel. À vrai dire, c'est en partie avec l'idée d'une telle possibilité que j'ai narré cette histoire sous une forme qui la fera lire comme une chose toute naturelle par l'ordinaire lecteur. Mes idées personnelles sur ce sujet sont pratiquement celles de M. Weiss. Je crois que le voile de cristal sur le mât d'en Mars et celui de M. Cave sont en un rapport physique quelconque, mais à présent absolument inexplicable. De plus, nous croyons tous deux que le cristal terrestre doit avoir été, peut-être à quelque date fort éloignée, envoyé de cette planète ici-bas, afin de permettre aux Martiens d'avoir un aperçu de nos affaires. Il se peut aussi que les correspondants des ovoïdes de cristal des autres mâts soient sur notre globe. En tous les cas, aucune hypothèse d'hallucination ne peut expliquer ces faits. C'était L'œuf de cristal par H. G. Wells.